Excellence, ambassadeur Babacar Ba, bonjour. Bonjour. Nous avons le plaisir de vous accueillir pour faire le round-up de l'actualité internationale de la semaine avec l'émir du Qatar qui réussit à réunir les présidents rwandais Paul Kagame et congolais Félix Tshisekedi, là où a échoué le médiateur angolais Joao Lourenço, président de l'Angola, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine. Est-ce un camouflet pour les Africains? On ne peut pas parler pour le moment de camoufler dans la mesure où l'initiative ou la médiation du Qatar est une étape seulement parce qu'il s'agit là effectivement d'obtenir dans un premier temps un cessez-le-feu. Mais un cessez-le-feu ne veut pas dire la fin de la guerre. Il va s'en suivre d'autres initiatives pour consolider cela et en ce moment certainement la médiation du président Lourenço de l'Angola et des autres acteurs dans la région, les médiations auront aussi leur utilité. Donc on ne peut pas parler d'échec. Bon, il est important de considérer peut-être la rencontre surprise de Doha comme une grande réalisation, une grande étape, un bon début. Mais ce n'est qu'un début. Il est évident qu'il va s'en suivre d'autres efforts qui doivent être menés au niveau de la sous-région, qui va impliquer des pays africains. Le Qatar dit s'inscrire dans le cadre de la médiation angolaise. Quelles sont les chances d'aboutir à un accord avec le processus de Luanda? Compte tenu de la qualité des relations que le Qatar entretient avec les deux pays, la RDC et le Rwanda, il est fort probable qu'effectivement que l'on puisse obtenir des résultats probants. Il est évident aussi que le Qatar, ayant des moyens de persuasion tels que les investissements importants qu'il prévoit de faire aussi bien au Rwanda qu'en RDC. Donc le Qatar a là une carte à jouer et a beaucoup de chances de pouvoir obtenir ce cessez-le-feu. Maintenant, il va falloir effectivement avoir les moyens de consolider tout ça à travers des initiatives régionales avec des engagements aussi beaucoup plus poussés de la part des deux parties. On voit le Qatar au four et au moulin au-delà du continent africain. Est-ce que sa diplomatie du chéquier paye? On peut le dire, puisque comme vous le savez, le Qatar s'est engagé dans d'autres terrains, notamment quand il s'est agi de la crise au Darfour, en Afghanistan, au Tchad récemment, et plus régulièrement aussi dans la situation à Gaza, en Palestine, notamment dans le cadre de la libération des otages, le règlement d'un certain nombre de questions humanitaires. Donc le Qatar, effectivement, c'est pas sa première fois qu'il intervient dans ce genre de conflit. Et le Qatar a quand même des chances de pouvoir réussir les médiations qu'il mène. En ce qui concerne l'émir du Qatar, on peut être confiant. On peut vraiment s'assurer que les initiatives qu'ils mettent vont certainement aboutir à des résultats probants. Dans les conflits récurrents à l'est de la République démocratique du Congo, on accable souvent le Rwanda de tirer les ficelles. Paul Kagame n'a-t-il pas des soucis de sécurité légitimes à prendre en compte? C'est une situation assez compliquée. Vous savez, si on se rappelle un peu de la crise interne au Rwanda qui a mené au génocide qui a eu lieu en 1994, on peut comprendre vraiment les préoccupations du Rwanda vis-à-vis de son voisin, puisqu'effectivement on a accusé beaucoup d'éléments militaires ou armés qui venaient de la RDC et qui sont actuellement en RDC, qui ont été un peu impliqués dans ce génocide-là. Alors donc il peut avoir ce souci-là, mais quels que soient les soucis, je crois que dans le cadre des principes et valeurs qui sont défendus au niveau de l'Union africaine, notamment la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays et le respect des frontières, l'intangibilité des frontières, il est important que quelles que soient les préoccupations qu'on peut avoir vis-à-vis de ses voisins, que l'on puisse les évoquer dans un cadre diplomatique et pacifique, plutôt que n'est-ce pas d'entretenir ou d'encourager des mouvements de rébellion qui font semer un peu le désordre un peu dans la sous-région. Je rappelle que nous sommes avec son Excellence ambassadeur Babacar Ba. Nous allons au Proche-Orient où le Premier ministre israélien qui reprend la guerre à Gaza. Qu'est-ce qui fait courir Benjamin Netanyahou? Benjamin Netanyahou, il faut vraiment comprendre que lui, il est toujours en situation de survie politique. Malheureusement, il utilise la situation de guerre, les conflits, l'exacerbation des conflits à Gaza particulièrement pour se maintenir encore au pouvoir, au prix vraiment de tous ces morts et toutes ces victimes-là enregistrées notamment à travers les frappes qu'Israël mène aussi bien à Gaza qu'au Sud-Liban. Alors, il a effectivement des difficultés parce qu'il est poursuivi pour des cas de corruption et pour d'autres faits, notamment dans le cadre de ses rapports avec le Qatar, etc., des financements occultes qui sont souvent évoqués. Donc, il est épinglé dans beaucoup de dossiers. Alors maintenant, pour retarder les enquêtes qui sont en train d'être menées, il fait tout pour s'engager dans cette fuite en avant, mettre un peu la situation sécuritaire
d'Israël et même de la région en péril, au prix de sa survie politique. Il profite maintenant de l'arrivée de Trump, qui est son port prioritaire, pour encore pousser dans cette fuite à l'avant. Et Trump qui le laisse faire. Malheureusement. Alors, il y a effectivement la tension qu'il oppose au chef du service des renseignements, qui est Ronan Barr, qu'il a évincé récemment, parce que simplement celui-là était en train de pousser un peu trop pour la mise en place de la commission d'enquête. D'abord, par rapport aux événements du 7 octobre, l'attaque menée par le Hamas en territoire israélien et qui a entraîné des milliers de morts, et où, n'est-ce pas, sa responsabilité aussi est engagée. Entre autres, tout ce que Netanyahou est en train d'entreprendre actuellement là-bas se fonde sur son besoin d'assurer un peu sa survie politique et de retarder autant que possible, n'est-ce pas, les échéances d'une enquête intérieure politique qui risque vraiment de sonner sa fin. Benjamin Netanyahou est de plus en plus contesté à travers beaucoup de manifestations dans le pays. Jusqu'à quand peut-il tenir? C'est ça la grande question. Jusqu'à quand peut-il tenir? D'autant plus que Israël, avec l'appui malheureusement des États-Unis, l'armée israélienne poursuit un peu ces attaques-là et de plus en plus, la communauté internationale, comme elle l'a toujours fait, mais aussi les autres pays, même européens, s'engagent davantage à dire trop, c'est trop. Je crois qu'à partir du moment où toute la communauté internationale unie au sein des Nations Unies ou bien au-delà des Nations Unies, on pourrait peut-être obtenir avec le président Trump que Netanyahou quand même puisse savoir raison garder. Je crois que l'élément fondamental sur lequel il faut vraiment faire la pression, c'est maintenant au niveau du président Trump pour que lui, qui s'agite pour qu'il y ait la paix en Ukraine, notamment, puisse aussi avoir les mêmes sentiments, le même engagement vis-à-vis aussi de la situation au Moyen-Orient. Il est vraiment un homme de paix. On espère effectivement que son engagement pacifique en Europe, en Ukraine notamment, qu'il puisse avoir ce même engagement-là au Moyen-Orient en réduisant ou bien en faisant plus de pression sur Netanyahou plutôt que de l'encourager dans cette fuite en avant. Excellence, ambassadeur Babacar Ba, la transition est trouvée pour parler de Donald Trump dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il va réunir les deux camps à Riyad, en Arabie Saoudite, la semaine prochaine. Le président américain avait promis de régler cette guerre. Est-il en passe de réussir? On peut le croire dans la mesure où il dispose de moyens de pression très importants. Bon, au départ, c'est vrai que ça a été un peu mal engagé quand le président Trump a reçu le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans des conditions vraiment controversées. Maintenant, quand ils ont eu des échanges téléphoniques, d'abord avec le président ukrainien et ensuite avec le président Poutine, il y a des espoirs que l'on puisse aboutir à un cessez-le-feu. Au moins un cessez-le-feu ponctuel pour une période bien déterminée avant de poursuivre les négociations à Riyad. Comme vous dites, effectivement, à Riyad sont déjà engagés des échanges qui sont considérés comme positifs pour le moment. Je crois que depuis le 19 mars, les échanges qui ont eu lieu d'une part entre Américains et Russes et d'autre part entre Américains et Ukrainiens sont porteurs d'espoir. Il faut se poser la question de savoir, dans le cadre de ces négociations-là, quelle place l'Union européenne va occuper, parce que l'Union européenne, comme vous le savez aussi, est une actrice très importante aussi dans la zone. Justement, pourquoi dans ce dossier-là, les Européens ne parviennent pas à revenir dans le jeu depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir? Parce qu'ils ne partagent pas la même vision. M. Trump est venu avec l'objectif de signer, de conclure la paix, même s'il faut obtenir des concessions, obliger à faire des pressions sur l'Ukraine pour obtenir quelques concessions en faveur de la Russie. Ce que les Européens veulent vraiment réfuter, puisque depuis le départ, ils se sont tous engagés à soutenir à 100% le président ukrainien en tant que partie prenante. Ils ne peuvent pas comprendre effectivement que malgré tous les efforts qui ont été menés jusqu'ici pour écarter la Russie de l'Ukraine, que M. Trump vienne dans le cadre de négociations pour la paix essayer de les pousser un peu à l'écart. Donc, ils veulent aussi jouer leur rôle avec leur même objectif de défendre l'Ukraine qui soit complètement libérée de l'emprise russe dans le cadre du respect de son intégrité territoriale et de sa souveraineté. Je crois qu'ils ont des divergences de vue en ce qui concerne les objectifs pour obtenir la paix. Excellence ambassadeur Babacar Ba, je vous remercie. Merci.